Alors, tout d'abord, bonjour à tous. Ça nous fait plaisir de vous accueillir là, à notre conférence synaptique de notre programmation hiver-printemps 2026. C'est des séries de conférences qui sont dédiées à l'innovation en santé. L'activité est présentée par la Direction des affaires académiques et innovation de notre établissement, qui est le CIUS de l'Ouest de l'île de Montréal. Et je me présente, Mathieu Brodeur. Je suis adjoint à la Direction des affaires académiques et innovation du CIUS. Et j'assure l'intérim là, du service de transfert de connaissances et innovation de notre direction. Je vous vois quand même à 115, on est déjà très nombreux et je vous en remercie parce que c'est vraiment votre présence et votre participation qui contribuent directement au rayonnement et au succès de la série de conférences qu'on organise. Et je souhaite souligner aussi l'appui essentiel de notre établissement, le CIUS de l'Ouest de l'île de Montréal, et remercier les gens qui ont contribué de près ou de loin à l'organisation et à la mise en œuvre de l'activité. Donc, pour aujourd'hui, la conférence a pour titre Mieux comprendre la maladie de Parkinson. Et on a le plaisir d'accueillir Dr. Nicolas Tritch, qui est professeur adjoint au département de psychiatrie à l'Université McGill et qui est également chercheur à l'Institut universitaire en santé mentale Douglas. Alors, sans plus attendre, je vais céder la parole à notre conférencier. Alors, merci beaucoup. C'est à vous, Dr. Tritch. Beaucoup pour l'invitation. Merci à tout le monde de prendre un peu de temps aujourd'hui à midi pour nous joindre. C'est un énorme plaisir de pouvoir partager avec vous la recherche que j'entreprends dans mon laboratoire, comme dit, au centre de recherche de l'hôpital Douglas. Donc aujourd'hui, pour commencer, j'aimerais tout d'abord juste mentionner que je n'ai pas de conflit d'intérêt potentiel. Mon laboratoire est financé par des subventions de recherche, principalement du gouvernement, donc les IRSC ou le FRQ, ou bien des associations de philanthropes pour la recherche à la maladie de Parkinson, mais moi personnellement, je n'ai pas de conflit d'intérêt avec une société commerciale. Donc voilà, ça c'est pour les formalités. Maintenant, les objectifs pour cette présentation aujourd'hui, ce serait de vous permettre de mieux comprendre la maladie de Parkinson et les mécanismes qui sous-entendent les symptômes de cette maladie. Euh, Après, j'aimerais partager avec vous certains aspects de la recherche qu'on entreprend dans mon laboratoire et afin de mieux apprécier comment la dopamine contrôle la vitesse et l'amplitude des mouvements qu'on produit. Et enfin, finir sur un autre projet de recherche qui, lui, vise à mieux comprendre euh, la manière dont la dyskinésie survient. C'est donc une des complications des traitements de la maladie de Parkinson et puis ce qui nous permettrait de mieux comprendre comment éviter éventuellement cet effet indésirable. Alors, sans plus attendre, sautons dans le sujet de cette présentation, qui est donc la maladie de Parkinson. Et tout d'abord, il faut savoir que c'est une maladie qu'on appelle neurodégénérative progressive. Donc, c'est beaucoup de lettres, beaucoup de mots, mais donc il y a deux mots importants. Le premier, c'est que c'est neurodégénératif, c'est-à-dire que ça implique la mort prématurée ou la dégénérescence de cellules du cerveau. Dans ce cas, on parle de neurones. Et progressive, et puis ça c'est important, c'est parce que les symptômes ne sont pas fixes. Les symptômes évoluent lentement et ils s'aggravent avec le temps. Donc ça c'est important à garder dans l'esprit. Vous le savez tous, je pense que ça touche principalement les personnes âgées. Donc l'âge moyen au moment du diagnostic, c'est environ 61 ans. Euh, et la prévalence, donc, c'est que à peu près 1% des personnes âgées de plus de 60%, de 65 ans, pardon, sont diagnostiquées avec une maladie de Parkinson. Et cette prévalence augmente avec l'âge, puisque 5% des personnes âgées de plus de 85 ans ont la maladie. On remarque que ça affecte plus fréquemment les hommes. À peu près 2 tiers des patients sont des hommes. Et puis au Canada, il faut savoir qu'environ 38 personnes reçoivent chaque jour un diagnostic de la maladie de Parkinson, ce qui fait qu'en total, il y a à peu près euh, 110 000 Canadiens qui vivent avec cette maladie. Et malheureusement, avec le vieillissement de la population, on s'attend à ce que ce chiffre double d'ici 2050. Donc,
la maladie de Parkinson, comment est-ce qu'elle se manifeste? Eh bien, il faut savoir que principalement, quand on parle de troubles moteurs. Euh, et j'essaie d'enlever cette petite fenêtre qui couvre mes diapositives. Voilà. Donc, on parle de difficultés motrices. Les principales sont la lenteur et la réduction de l'amplitude des mouvements, ce qui s'appelle la bradykinésie, la rigidité des muscles, les tremblements incontrôlables, et c'est sûrement ce à quoi vous pensez premièrement quand on pense en Parkinson, on pense aux tremblements, mais il faut savoir que ce n'est pas tout le monde qui a ces tremblements incontrôlables qui se manifestent principalement au repos, et aussi la perte d'équilibre qui mène à des chutes. Mais il y a d'autres symptômes moteurs qu'on observe fréquemment aussi. L'akinésie, qui est donc une difficulté à amorcer un mouvement, à commencer un mouvement. La posture voûtée, comme on voit dans cette illustration à droite. Le visage figé, souvent sans émotion, des gens qui souffrent du Parkinson. On peut aussi avoir une démarche anormale, c'est-à-dire des petits pas rapides, saccadés, une diminution de l'amplitude du balancement des bras quand on se déplace. On peut aussi observer la micrographie, qui est en fait l'amplitude des lettres écrites qui est diminuée. Donc, on écrit de manière très très petite. Euh, Ces troubles moteurs se manifestent aussi au niveau de la voix. On peut observer une voix faible, un bégaiement ou un ton monotone, encore sans beaucoup d'émotion, ou bien des difficultés à avaler. Donc, qu'est-ce qui mène à ces difficultés motrices? Au niveau des mécanismes pathologiques, on parle surtout d'une destruction progressive des neurones dans une zone du cerveau qui s'appelle la substance noire. Donc là, on voit une partie du cerveau qui s'appelle le mésencéphale, où chez une personne, on va dire normale ou un contrôle, on voit cette substance effectivement noire. Et qui, chez une personne qui souffre de la maladie de Parkinson, a disparu. Et ces neurones qui apparaissent de manière noire dans le tissu sont en fait les neurones qui produisent la molécule dopamine. C'est une molécule qui est assez populaire puisqu'elle est souvent évoquée dans les médias. Euh, mais c'est à cette molécule qu'on pense principalement aussi quand on parle de la maladie de Parkinson. Et donc, quand ces neurones meurent ou dégénèrent, eh ben, il y a une baisse des niveaux de dopamine dans les régions du cerveau qui contrôlent le mouvement. Et c'est donc la malfonction de ces parties du cerveau qui sont à l'origine des symptômes moteurs. Si on regarde un peu, un peu plus proche, au niveau cellulaire, ce qu'on observe en fait, c'est qu'il y a une accumulation euh, anormale d'une protéine. Cette protéine qui s'appelle alpha-synucléine, nous l'avons dans tous les neurones de notre cerveau, mais comme elle se plie, elle adopte une conformation qui est pas normale et elle commence à se comporter mal et elle s'accumule, elle forme des agrégats. Quand les agrégats sont très gros, on peut les voir, comme ici, ces masses rouges à l'intérieur de la cellule ne sont pas normales et ça s'appelle les corps de Lewis. Euh, et on pense que ces dépôts, en fait, sont toxiques et qu'ils perturbent, la communication entre les neurones de notre cerveau, mais aussi que c'est ça éventuellement qui entraîne la dégénérescence de ces neurones. OK? Donc, quels sont les facteurs de risque et y a-t-il des traitements? Donc, le développement de la maladie de Parkinson n'est pas associé à un seul facteur, il y en a en fait plusieurs. Le premier, c'est simplement le vieillissement. Et c'est parce qu'on observe en fait que le plus on vieillit, le plus on est à risque d'observer la maladie. Et c'est probablement parce que nous perdons tous des neurones au fur et à mesure des années et qu'effectivement, il y a une espèce de seuil à partir duquel ou en dessous d'un certain niveau de dopamine, ben, la maladie se manifeste. Et donc, quelque part, si on vivait de manière éternelle, disons, eh ben, on serait, je pense, tous menés un jour à avoir la maladie de Parkinson. Euh, et c'est donc que pour certaines personnes, malheureusement, la maladie se manifeste un peu plus tôt que pour d'autres, peut-être parce qu'ils ont une dégénérescence accrue de leurs neurones. On observe aussi, il y a des risques génétiques. Non, il faut se rappeler que 85% des cas de maladie ne sont pas liés à une mutation qu'on connaît. Alors, c'est soit qu'il y a des mutations qui restent à identifier, ou bien simplement qu'il y a d'autres facteurs qui ne sont pas liés à la génétique.
Et dans 15% de ces cas, souvent, ce sont des mutations qui, par elles-mêmes, ne sont pas suffisantes pour mener à la maladie de Parkinson. C'est des maladies, encore une fois, qui sont assez fréquentes, mais qu'on sait qui augmentent le risque de développer la maladie. Et puis, on sait aussi qu'il y a des facteurs environnementaux. Ça a été prouvé qu'il y a certains pesticides qui sont maintenant illégaux ou bien des toxines qui, si elles arrivent à accéder aux neurones dans le cerveau ou si une exposition importante, disons, que ça peut mener à la mort de ces neurones et donc ça peut promouvoir le développement de la maladie de Parkinson. Maintenant, au niveau du traitement, malheureusement, il n'existe encore toujours pas de traitement curatif, c'est-à-dire un traitement qui pourrait stopper la neurodégénérescence. Et ça, ce serait important parce que même si on avait la maladie, au moins, si on pouvait l'arrêter de progresser, ce serait vraiment bénéfique. Euh, Par contre, il existe des médicaments, dont le levodopa et la stimulation cérébrale profonde, qui permettent de réduire les symptômes moteurs. Donc, la levodopa, c'est en fait le précurseur de la dopamine. C'est un médicament qui peut être pris de forme orale, en forme orale. Et puis, j'allais dire presque miraculeusement, euh, quand on le prend, ça élève les niveaux de dopamine dans le cerveau et ça nous permet vraiment de réduire les symptômes moteurs. Malheureusement, ce médicament perd de l'efficacité avec le temps, vu que la maladie continue à progresser. Et donc, il y a d'autres traitements qui sont offerts à ce moment-là, comme par exemple la stimulation cérébrale profonde, où on implante des électrodes directement dans le cerveau pour aller stimuler des parties du cerveau qui fonctionnent mal en l'absence de dopamine, et on essaie en fait de restaurer l'activité normale. Euh, et ça fonctionne aussi bien, mais encore une fois, principalement sur les symptômes moteurs. Maintenant, je voulais partager avec vous quelques faits qui sont quand même moins connus vis-à-vis de la maladie de Parkinson. Et la première, c'est qu'en fait, la maladie n'atteint pas uniquement les personnes âgées. Et en fait, une personne sur cinq qui sont diagnostiquées de cas précoces. Donc, c'est des gens entre 20 et 65 ans. Je pense que le cas le plus célèbre, c'est celui de Michael J. Fox, qui avait été diagnostiqué avec la maladie de Parkinson à l'âge de 29 ans. C'est donc jeune et c'est pas nécessairement une exception, encore une fois, puisque un cas sur cinq est chez une personne de moins de 65 ans. L'autre chose à réaliser, c'est que la maladie peut se manifester de manière très différente, tant au niveau des symptômes que de la réponse au traitement. Donc, par exemple, encore une fois, quand on pense à Parkinson, on pense souvent au tremblement de la main qu'on observe quand la personne est au repos. Et là, il faut savoir il y a des formes de la maladie où le tremblement est très évident et c'est en fait le principal symptôme moteur. Et il y en a d'autres formes où on ne voit pas du tout ce tremblement. C'est principalement la bradykinésie ou d'autres symptômes de posture, de balance qui sont le problème. Il y a aussi de grandes différences quant à la réponse du traitement. Le levodopa et la stimulation cérébrale profonde aident certaines personnes, mais d'autres pas du tout. Et donc ça nous force en fait à réaliser qu'il y a beaucoup de manifestations et de formes de cette maladie et qu'il faudrait en fait préférablement parler de syndrome de Parkinson. Et donc, en comprenant, tout d'abord en reconnaissant qu'il y a plusieurs formes de la maladie, euh, ça va nous pousser à mieux comprendre comment cette maladie se développe et l'autre, et puis aussi éventuellement à développer des traitements qui sont vraiment dirigés vers une forme de la maladie versus une autre. Euh, une autre chose que je vais partager avec vous, c'est que en fait, même si on a une forme classique, on va dire, de la maladie, les troubles moteurs ne se manifestent pas tout le temps ou pas de la même manière. Et donc, en fait, ce qu'on réalise aussi de plus en plus, c'est qu'il y a une forte composante psychologique qui reste très, très mal comprise. Un, un autre fait moins connu, et je pense que celui-là, je veux vraiment l'accentuer, c'est qu'en fait, les neurones dopaminergiques ne sont pas les seuls à subir une dégénérescence. Ce pas les seuls qui meurent. Et donc, en fait, parce que ça donne place au fait que la maladie de Parkinson s'accompagne aussi d'autres symptômes qui s'appellent donc non moteurs, qui n'ont rien à voir avec le mouvement ou le tremblement. Et ces symptômes non moteurs sont en fait très fréquents et jusqu'à présent, ils étaient même mal appréciés ou reconnus. Il y a certains de ces symptômes qui apparaissent avant même les troubles moteurs.
dont la dépression. Donc, ce n'est pas simplement lié au fait qu'on a un diagnostic de maladie chronique progressive. Euh, les taux de dépression chez les personnes qui ont du Parkinson sont beaucoup plus élevés que, par exemple, chez les personnes qui ont de l'Alzheimer ou qui sont diagnostiquées avec un cancer, euh, même s'il n'y a pas de cure. Et ça nous laisse vraiment entendre que la dépression, c'est vraiment quelque chose qui est propre à cette maladie. C'est pas juste, encore une fois, le fait d'avoir eu un diagnostic. On observe des troubles gastro-intestinaux, de la constipation, des salivations excessives. Je mentionnerai ça la prochaine diapositive nouveau. Des troubles du sommeil importants. Aussi, chez certains patients, la perte de l'odorat, qui s'appelle l'hyposmie. Et il y a d'autres symptômes non moteurs qui apparaissent à un stade plus avancé de la maladie. On parle d'un déclin cognitif, la démence, donc vraiment, ça ressemble des fois même plus à de l'Alzheimer quand la maladie est plus avancée. Un dysfonctionnement autonome, donc, dont l'hypotension. Donc ça lie aussi à des chutes et des fois des personnes qui se lèvent et qui vraiment une baisse de la pression artérielle. Ça mène à des chutes et d'autres complications. La fatigue, c'est des gens qui, encore une fois, ne se déplacent pas beaucoup, mais souffrent vraiment d'une fatigue anormale. Et des douleurs, des fois qui sont peut-être liées au fait que leurs muscles sont très rigides, mais pas nécessairement. Et donc, ce qu'il faut se rappeler, c'est que tous ces symptômes n'ont rien à voir avec la dopamine. Ça, on le sait aussi parce que, justement, des médicaments comme la lévodopa qui permettent d'élever les niveaux de dopamine n'aident en rien avec ces symptômes-là. Et vu qu'on ne sait ni les mécanismes, ni les neurones qui sont en train de dégénérer, qui mènent à ces symptômes-là, c'est des symptômes qui sont vraiment négligés par les traitements actuels. Et c'est en fait beaucoup de ces symptômes-là dont se plaignent les patients, puisque les symptômes moteurs, surtout initialement, euh, il y a quand même deux, trois solutions thérapeutiques. Donc voilà, ce qu'il faut réaliser, encore une fois, c'est que la maladie de Parkinson, c'est une maladie évolutive, mais alors vraiment complexe. Et on est vraiment juste en train de découvrir, encore une fois, actuellement, comme tous les symptômes qui sont liés à cette maladie et quand est-ce qu'ils se développent. Donc sur cette image, on voit en fait l'axe en bas, c'est un axe du temps, où en année, où au moment zéro, c'est donc le moment où il est diagnostiqué avec la maladie de Parkinson. On a une phase au début, si vous voulez, où effectivement on observe des symptômes moteurs, comme la bradykinésie, la rigidité, les tremblements, et ces symptômes augmentent en célérité avec les années, et puis on développe aussi des problèmes plus tard d'équilibre et de balance. On découvre aussi que maintenant il y a des complications qui sont liées au traitement, donc la dyskinésie, dont on parlera un petit peu plus tard. Mais aussi, tout en bas, on voit en bleu clair ici tous ces symptômes non moteurs. Et ce qu'on réalise, c'est que oui, ils s'aggravent avec le temps, mais on réalise aussi qu'ils arrivent avant la maladie, et des fois par même une vingtaine d'années. Donc, ce qu'on se rend compte actuellement, c'est qu'il y a certains patients beaucoup de patients qui sont diagnostiqués le Parkinson, on réalise que 20 ans avant, ils souffraient de constipation sévère. C'est pas le cas que si vous avez de la constipation, vous aurez du Parkinson, loin de là, mais c'est encore une fois un risque qu'on observe. À peu près une dizaine d'années avant la maladie de Parkinson, on observe aussi ce qui s'appelle REM Behavioral Sleep Disorder, REM Sleep Behavioral Disorder. C'est un trouble du sommeil. Et en fait, c'est un trouble très particulier du sommeil. Et là, ce qu'on se rend compte, c'est que si vous êtes diagnostiqué avec cette condition-là, c'est presque certainement le cas que vous aurez Parkinson dans la décennie qui suivra. Donc ça, c'est vraiment un risque très, très accru de développer la maladie plus tard. Et puis là, on voit aussi la dépression peut se manifester avant le Parkinson. Plus tard, on développe aussi la fatigue, les douleurs et les autres problèmes mentionnés, donc, dont la démence. Alors, pourquoi est-ce que la maladie évolue-t-elle? Ça, ces dernières années, on a quand même eu de plus grandes réponses de ce côté-là. Et c'est parce qu'on pense la forme pathologique de cette protéine, qui s'appelle donc alpha-synucléine, arrive à se propager à travers le système nerveux. En fait, elle saute d'une cellule à l'autre. Et c'est encore une fois, on a tous ces molécules-là, elles se comportent en général très bien, mais des fois, on peut avoir soit des mutations, soit des modifications de cette molécule qui vont la rendre pathologique.
Et donc, c'est cette forme pathologique qui va se propager et en se propageant, elle va créer des dégâts au fur et à mesure, dont la formation de corps de Lewy et la dégénérescence de neurones. Et donc, au niveau de la progression, ce qu'on observe, en fait, c'est que tôt dans la maladie, on aurait une dégénérescence et cette pathologie au niveau du tronc cérébral ou bien du bulbe olfactif qui lie aux troubles justement de l'odorat ou aux troubles euh, intestinaux, dont la constipation, par exemple. Plus tard, cette maladie se propage, elle monte, si on veut le dire, dans le cerveau, elle rejoint la région mésencéphale et d'autres. Et c'est là qu'on observe maintenant les troubles du sommeil, puisque c'est là où se trouvent les régions du cerveau qui contrôlent, par exemple, le sommeil, et les troubles moteurs. Donc ça, ce serait à ce moment-là qu'on serait diagnostiqué avec la maladie de Parkinson. Et donc plus tard, ces formes pathologiques d'alpha-synucléine continuent à se propager de manière ascendante pour rejoindre le cortex cérébral. Et c'est donc maintenant qu'on observe plus les troubles émotionnels et cognitifs dont la démence. OK. Maintenant, moi, je voulais profiter de cette opportunité pour partager aussi avec vous certains des travaux qu'on poursuit dans le lab, puisque, comme j'ai déjà mentionné, il y a quand même beaucoup de questions importantes qui restent, dont finalement, on ne sait même pas encore exactement comment la molécule dopamine contribue à la production de mouvements de forte et de grande amplitude, puisqu'on sait que quand on n'a pas de dopamine, on a des problèmes à produire ces mouvements de grande amplitude, des mouvements vigoureux, des mouvements avec une certaine intensité. Mais en fait, on ne comprend pas comment la dopamine contribue, si vous voulez. Et nous, en tant que laboratoire de recherche fondamentale, on souhaite mieux comprendre comment la molécule, on va dire, peut fonctionner normalement afin de pouvoir éventuellement découvrir de nouveaux moyens de traitement. Donc, l'hypothèse qui est en place actuellement, c'est que la dopamine contrôle la vitesse et l'amplitude, c'est-à-dire l'intensité ou la vigueur de chacun des mouvements qu'on produit, un peu comme un bouton du volume sur votre stéréo. Donc, on peut imaginer que le cerveau émet une commande motrice, comme par exemple lève le bras, marche, etc. Et que cette commande motrice est en fait relayée à une autre partie du cerveau, là où se trouve la dopamine, et que la dopamine règle le volume de cette commande. Et puis ensuite, pour que cette information soit en fait exécutée de manière plus ou moins vigoureuse. Donc, encore une fois, si on prend l'exemple de notre cortex cérébral qui souhaite, par exemple, courir, ça c'est la commande, quand elle arrive dans la partie du cerveau où on voit les niveaux de dopamine en fait qui montent et qui descendent, qui fluctuent vraiment de manière importante, et ça plusieurs fois par seconde. Donc, si cette commande arrive dans le cerveau quand les niveaux de dopamine sont hauts, comme par exemple à ce moment-là, alors on peut imaginer que on courra vite. Si par contre cette commande motrice arrive au moment où les niveaux de dopamine sont relativement bas, l'hypothèse émet que à ce moment-là, on courrait lentement. Et donc ça, c'est l'hypothèse qu'on voulait tester, nous, dans le laboratoire. Nous ne travaillons pas chez l'humain, nous travaillons chez la souris de laboratoire. On utilise ça comme modèle. Il y a plusieurs raisons, plusieurs avantages pour ce choix expérimental. La première, c'est un mammifère. On essaie effectivement d'étudier des systèmes nerveux qui nous ressemblent. Et donc, effectivement, la souris, même si elle ne nous ressemble pas physiquement, reste génétiquement proche de l'homme. Plus de 90% des gènes sont des gènes sont équivalents aux nôtres. Et si on remarque aussi au niveau de la structure du système nerveux, il est très semblable au nôtre, au niveau de la structure, la composition des cellules, des molécules qu'on y trouve, etc. Donc ça, c'est des attraits. Aussi, d'un côté un peu plus pratique, les souris sont très bien caractérisées, au niveau, tout leur génome est entièrement connu. Et puis en fait, ce sont toutes des jumeaux et des jumelles, donc ils sont toutes identiques les unes des autres quand on a une certaine espèce. Donc ça nous permet de mieux contrôler nos expériences. On a aussi des outils qui nous permettent de créer des modèles de maladies en insérant ou en activant des gènes relativement facilement.
Et puis, on a de nos jours une grande disponibilité d'outils pour étudier la fonction de gènes, de protéines, de cellules, de circuits neuronaux, et je vais en mentionner deux, trois dans les diapositives qui suivent. Donc, au niveau de notre projet, on voulait développer une tâche comportementale. Donc, on voulait que notre souris fasse des mouvements qu'on puisse quantifier et qu'on puisse aussi, à ce moment-là, se demander en quoi ou comment la dopamine contribue à ces mouvements. Et on pourrait demander à notre souris de l'inciter à faire plusieurs types de mouvements, mais on voulait que ce soit des mouvements qui sont vraiment, qui impliquent la dopamine. Et donc, pour ça, on s'est vraiment inspiré de ce qui se passe dans la maladie de Parkinson chez l'humain. Donc, ce qu'on sait, c'est que les humains souffrent principalement, la maladie atteint principalement ce qu'on appelle les mouvements spontanés. Encore une fois, si on se rappelle la vidéo de l'homme avant, c'est un homme qui, quand il marche dans sa cuisine, a du mal à se déplacer par lui-même. Par contre, lorsqu'il voit la balle et qu'il y a un stimulus dans l'environnement qui l'incite à se déplacer, il a moins de difficultés. Les patients ont aussi des problèmes avec des mouvements qui nécessitent un certain effort. Euh, on cherche effectivement à étudier des mouvements qui sont sensibles à la disparition de neurones dopaminergiques, forcément. Devraient des symptômes qui se manifestent de manière unilatérale, surtout au début de la maladie. Et comme aussi on a vu avant, le tremblement ne peut se manifester que d'un côté du corps, dans une main ou dans un pied, dans une jambe. Et ça aussi c'est important, il faudrait que ce soit des symptômes qui disparaissent lorsqu'on traite l'individu avec du lévodopa, puisque forcément ça fait partie du diagnostic de Parkinson. Si le lévodopa ne fonctionne pas, ben, on n'a pas une forme classique de Parkinson. Donc nous, ce qu'on a fait dans le laboratoire, c'est qu'on a appris à des souris qu'on voit ici à tenir un levier avec leur main gauche. Ils ont leur main droite ici sur une petite barre pour reposer leur main droite. Et ils peuvent faire des déplacements de ce levier quand elles le souhaitent. Et si ces déplacements sont assez vigoureux, c'est-à-dire assez rapides ou assez larges, alors on les récompense avec une petite goutte d'eau qu'ils consomment là actuellement. Et donc, ici, cette trace reflète en fait la position de son levier, et on voit que quand le levier est déplacé vers l'intérieur ou vers la souris, comme on voit ici, eh bien, si ces mouvements sont assez grands, on récompense la souris une demi-seconde plus tard avec un peu d'eau, et si les mouvements sont trop petits ou trop lents, eh bien, les souris ne sont pas récompensées. Et donc, nos souris apprennent à produire ces mouvements balistiques toutes les quelques secondes afin d'obtenir des récompenses. Et donc, nous, du coup, on peut vraiment bien étudier ces mouvements et savoir comment se comporte la dopamine à ce moment-là. Donc, cette tâche, est-ce qu'elle dépend vraiment de la dopamine? Ça, c'est quelque chose, on avait besoin de se convaincre de ça. Donc, pour ça, je vous montre ici une tranche du cerveau de la souris où on a vraiment illuminé en vert les neurones dopaminergiques dans la partie mésencéphale. Donc, ici, on voit la substance noire, le SNC. C'est donc la région du cerveau où se trouvent les neurones dopaminergiques, dans l'hémisphère gauche et dans l'hémisphère droit du cerveau. Et ces neurones projettent dans d'autres parties du cerveau, dont ici, cette grande zone ici s'appelle le striatum. Et c'est dans le striatum que ces neurones libèrent la dopamine. Et le striatum, on sait, c'est une des zones principales qui contrôle effectivement le mouvement. Donc, un des modèles qu'on utilise dans le laboratoire, en fait, c'est d'injecter de manière précise, chirurgicale, une toxine dans cette région du cerveau. Et c'est une toxine qui va vraiment nuire à la survie de ces neurones dopaminergiques. Ils vont donc dégénérer très rapidement. Et lorsqu'ils dégénèrent, eh ben, on voit un manque total des neurones dopaminergiques dans la partie droite du cerveau. Et donc, conséquemment, on a une perte totale des projections dans le striatum. Et donc, il n'y a plus de dopamine dans le striatum de cet animal, à droite, mais pas à gauche. Et pourquoi on fait ça d'un côté, pas de l'autre? Ben, de un, ça permet quand même euh, de minimiser le trauma de ces animaux. C'est une opération et c'est une lésion qu'ils tolèrent quand même relativement bien, même si effectivement on espère quand même qu'il va y avoir des symptômes moteurs qu'on va pouvoir observer et quantifier. Et donc nous, pour ce qu'on fait dans le laboratoire, c'est en fait d'appliquer cette lésion
d'un côté ou de l'autre du cerveau. Il faut qu'on contrôle pour nos manipulations et pour nos observations. Et donc là, ce qu'il faut aussi se rappeler, c'est que ces souris déplacent le levier avec leur main gauche. Et ce qu'il faut se rappeler, c'est que c'est notre cerveau droit qui contrôle notre main gauche, alors que notre cerveau gauche contrôle notre main droite. Et donc, selon cette logique, si la dopamine est impliquée dans la production de mouvements, cette lésion devrait avoir un impact, alors que celle-ci ne devrait pas en avoir un. Okay. Et donc, c'est effectivement ce qu'on observe. Là, on voit plusieurs individus qu'on a testés dans cette tâche et on demande tout d'abord combien de poussées ou de déflexions du levier sont récompensées, c'est-à-dire c'est des mouvements qu'on caractérise de grande amplitude, de grande vitesse. Et là, on voit que le groupe ipsilatéral, celui qui est donc lésionné du même côté que le levier, en fait, il se comporte de manière tout à fait normale. Dans une session d'à peu près une demi-heure, ils travaillent à peu près une demi-heure par jour, ils peuvent recevoir, on va dire en moyenne, 150 récompenses, et ça, c'est tout à fait un comportement normal. Par contre, les souris qui ont eu la lésion du côté contralatéral, eux, ont beaucoup de mal à obtenir ces récompenses. Et si on observe un peu plus de proche qu'est-ce qui se passe au niveau du mouvement, on remarque en fait que elles font des déflexions du levier, elles essaient de faire des mouvements, mais on remarque que les mouvements sont moins rapides et qui sont de plus faible amplitude. Et donc ça, c'est caractéristiquement ce qu'on observe chez les patients qui souffrent de la maladie de Parkinson et ce qu'on appelle donc la bradykinésie. C'est des mouvements de plus faible amplitude et de plus faible vitesse. Est-ce que le levodopa aide à soulager ces symptômes? Ça, c'est important aussi, je l'ai mentionné avant. Donc, encore une fois, là, on voit deux souris, des exemples de trajectoire du levier chez deux souris. On voit qu'elles font avant la lésion, elles n'ont pas de problème à produire ces mouvements qui sont de forte amplitude. Elles reçoivent des récompenses, c'est très bien. Après la lésion, on voit qu'elles ont plus de difficultés. Elles produisent encore des mouvements, mais ils sont de plus faible amplitude. Il y en a peu qui sont assez larges pour obtenir des récompenses. Et ce qu'on observe après, en leur donnant une seule dose de levodopa, c'est qu'à presque immédiatement, en delà de quelques minutes, elles sont de nouveau capables à produire ces grands mouvements qui mènent à des récompenses. Et donc ça, c'est tout à fait la réponse qu'on attend et qu'on observe chez des patients qui souffrent de la maladie de Parkinson et qu'on observe aussi chez nos souris. Et donc avec ça en main, on était maintenant convaincus qu'on étudiait un système au niveau neuronal qui s'applique à la maladie. On étudie directement ces neurones. On fait une lésion qui est très, très spécifique à ces neurones. Et au niveau du comportement, on voit que ces souris se comportent comme ce qu'on voit chez les patients qui ont la maladie de Parkinson. Et donc, dans ce contexte, on se demande maintenant, OK, comment se comporte la dopamine durant cette tâche? Alors, pour ça, je vais vous présenter deux, trois autres méthodes qu'on utilise. Et je vais essayer de ne pas prendre trop de temps parce qu'il y a d'autres données que j'aimerais partager avec vous. Mais un des outils, des outils dont on bénéficie, une technique moderne, c'est qu'on peut utiliser un virus qu'on va injecter dans le striatum et ce virus permet d'exprimer une molécule qui émet une lumière rouge lorsqu'elle détecte la dopamine. Donc ça, c'est très pratique quand même. On implante à ce même moment une fibre optique qui va nous permettre de visualiser si effectivement cette molécule émet une lumière rouge ou non. Et on va faire ça pendant ce temps que notre souris fait notre tâche comportementale. Donc, on voit ici la position du levier en moyenne. Voilà une déflexion du levier. Elle est assez large pour obtenir une récompense. Et si on regarde en même moment ce qui se passe avec la dopamine, eh ben, on voit qu'il se passe plein de choses après que le mouvement a été fait. Donc, une grande élévation de la dopamine au moment où la souris reçoit sa récompense. Et la dopamine a un rôle bien connu justement au niveau de la récompense. Par contre, au niveau du mouvement, on n'observe vraiment pas grand-chose. Et ça, c'était une surprise pour nous, puisqu'on s'attendait vraiment à ce que la dopamine soit impliquée dans le mouvement aussi. Si on regarde un peu plus près, on voit même que si on aligne toutes nos données, toutes nos traces, vraiment au moment où le mouvement commence, à partir du moment où le mouvement commence, eh bien, on regarde les niveaux de dopamine et ils sont plus ou moins plats. Ils baissent un tout petit peu, mais c'est vraiment rien de très spectaculaire. Et si on fait une corrélation entre la vitesse maximale ou l'amplitude maximale de chacun des mouvements qu'a fait cette souris en fonction des niveaux de dopamine aux alentours du mouvement,
on ne trouve vraiment pas de corrélation très, très forte ou très convaincante. Maintenant, en science, c'est pas simplement c'est pas suffisant de juste faire une corrélation. On essaie de faire plusieurs différents types d'expériences qui, on l'espère, mènent à la même conclusion avant de conclure quelque chose. Donc, une autre chose qu'on s'est demandé, mais c'est comment fonctionne le levodopa finalement, puisque le levodopa, on sait, permet chez les personnes qui sont atteintes de la maladie de Parkinson de normaliser l'amplitude des mouvements. Et l'hypothèse était que ça permettait d'augmenter l'amplitude justement de ces fluctuations phasiques qu'on observe dans le cerveau de ces souris ou bien chez l'humain. Donc on a répété notre imagerie. Ça, c'est maintenant des signaux on obtiendrait sur une plus longue période de temps. Et donc, si on regarde un peu plus proche là-dedans, on voit effectivement des fluctuations. Les niveaux de dopamine montent, baissent, montent, baissent, montent, baissent. C'est très, très dynamique. Maintenant, on prend ces mêmes souris, on fait une lésion des neurones dopaminergiques. Et qu'est-ce qu'on observe à ce moment-là? Eh bien, c'est beaucoup plus tranquille. Il se passe presque plus rien. Si on regarde de proche, effectivement, c'est une courbe très très plate. Il n'y a pas de fluorescence et donc il n'y a pas de libération de dopamine. Et qu'est-ce qui se passe maintenant si on traite ces souris au levodopa? Je vous demande d'ignorer cette trace grise ici. On se concentre sur la trace verte. On a injecté de la levodopa à ce moment-là. Ça met un peu de temps avant que ça rentre dans le système sanguin, que ça atteigne le cerveau. Et quand ça atteint le cerveau, on voit les niveaux de dopamine global, on va dire, qui augmentent, mais on ne réplique pas, ou on ne restaure pas ces fluctuations dynamiques. Et donc de là, on conclut encore une fois que ces souris arrivent à produire des mouvements rapides, des mouvements intenses, même si ces petites fluctuations n'existent plus. Ici, elles font des mouvements lents, mais elles font aussi des mouvements rapides, mais il n'y a plus de fluctuations. Et enfin, ce qu'on voulait voir, c'est si on pouvait nous-mêmes artificiellement changer les niveaux de dopamine en utilisant une autre méthode. Cette fois, on exprime, c'est une image assez compliquée, je m'excuse, mais on va juste se concentrer sur ces seringues-là qui injectent un virus au niveau de la substance noire pour exprimer une molécule qui permet soit d'inhiber, soit de stimuler les neurones dopaminergiques lorsqu'on les expose à la lumière bleue. Et donc là aussi, on implante une fibre optique pour permettre à la lumière bleue d'atteindre ces zones neuronales. Et donc, quand on met de la lumière, à ce moment-là, les neurones dopaminergiques, ils s'éteignent ou ils s'activent. Et on a fait ça quand les souris faisaient leurs mouvements, elles faisaient leurs tâches comportementales, et on n'a remarqué aucun effet au niveau du mouvement produit. Et donc, quand on met tout ça ensemble, ce qu'on conclut, c'est que les fluctuations rapides des niveaux de dopamine qu'on observe dans le cerveau n'influencent pas directement l'intensité des mouvements produits à ce moment-là. Et donc, l'hypothèse selon laquelle la dopamine contrôle de manière rapide et précise l'intensité de chaque mouvement produit n'est pas confirmée. Et ça nous a donc permis d'émettre une autre hypothèse, qu'en fait, la dopamine joue un rôle permissif. Il doit y avoir un certain niveau minimal dans le cerveau qui doit être présent pour que le striatum puisse fonctionner de manière correcte et qu'il puisse produire des mouvements vigoureux. Et qu'en fait, ces petites fluctuations, elles ne changent en rien. Et l'analogie que j'aime utiliser, c'est celle d'un moteur de voiture. Vous savez qu'il faut mettre de l'huile dans le moteur et si on n'a pas d'huile, ben, le moteur ne fonctionne pas. Mais par contre, même si les niveaux d'huile augmentent et baissent au cours d'un trajet, c'est pas ces fluctuations-là qui contrôlent la vitesse à laquelle on se déplace. Et donc la dopamine, dans cette analogie, c'est un peu l'huile d'un moteur. On en a besoin. Si on n'a pas, le moteur ne fonctionne pas, mais on ne devrait pas se concentrer sur cette petite fluctuation. Elles n'ont en fait rien à voir avec la vitesse à laquelle on se déplace. Donc voilà, ça c'est le premier volet que je voulais mentionner et je vais transitionner sur un autre qui concerne la dyskinésie, qui est donc l'effet secondaire principal du traitement au levodopa. Et c'est un projet qui est né de certaines observations qu'on a faites lors du projet que je viens de vous présenter. Donc d'abord, on va juste parler brièvement de qu'est-ce qu'est la dyskinésie. Donc comme dit, c'est un des effets les plus importants, un des effets secondaires les plus importants du traitement au levodopa. C'est vraiment un effet indésirable.
il mène en fait à des mouvements incontrôlés et involontaires qui apparaissent en deçà de quelques minutes après chaque dose de lévodopa et qui durent la durée de fonctionnement du lévodopa. Et donc, en fait, ce qu'on observe, c'est que le lévodopa perd entièrement son efficacité thérapeutique, parce qu'on a un patient au départ qui est rigide, a des difficultés à se déplacer. Plus tôt dans la maladie, en prenant le lévodopa, on avait un soulagement des symptômes pendant plusieurs heures. Et plus tard dans la maladie, ce qu'on observe, c'est que ce même traitement mène maintenant à des mouvements incontrôlés, involontaires, qui sont vraiment indésirables, qui sont très dérangeants. Et ça pour les 2, 3 prochaines heures. Et donc, quand cette dyskinésie disparaît, eh bien, le lévodopa ne fonctionne plus non plus et le patient devient de nouveau parkinsonien. Au niveau de l'incidence de la dyskinésie, ce qu'on observe, c'est que il y a une corrélation forte entre les années de traitement et le nombre de patients qui souffrent de dyskinésie. Donc au début, quand on est diagnostiqué, on peut vraiment bénéficier du lévodopa. Il y a très peu de personnes qui souffrent de dyskinésie, mais vous voyez que même 5 ans ou 10 ans après, c'est à peu près 60% des patients qui souffrent de dyskinésie chaque fois qu'ils prennent du lévodopa. Et quand on se rend à 15 ou 20 ans plus tard, c'est pratiquement la totalité des patients. Et donc, pendant de nombreuses années, l'hypothèse, si vous voulez, c'était que la dyskinésie survenait ou venait suite à l'utilisation chronique de la lévodopa. Le plus on utilise du lévodopa longtemps, euh, le plus on risque de développer cette complication. Et donc, pendant de nombreuses années, on a recommandé aux patients de retarder le début du traitement le plus longtemps possible. On leur a demandé de vivre avec leur Parkinson, de le tolérer le plus longtemps possible pour éviter ce développement, sachant que on développera la dyskinésie, on va dire, en deçà de 5 à 10 ans après le début du traitement. Et en fait, ce qu'on a réalisé depuis, et ça c'est un peu plus récent, c'est que maintenant ça a été montré très très clairement, c'est encore en fait l'apparition de la dyskinésie n'a en fait rien à voir avec la durée du traitement. C'est en fait plus directement lié à la progression de la maladie. Parce qu'effectivement, si vous vous rappelez, la maladie, c'est une maladie progressive qui s'empire, qui s'aggrave, et le cerveau change au fur et à mesure de la progression de la maladie. Et donc, ça, c'est donc les années de traitement, oui, mais c'est aussi les années depuis le diagnostic. Et c'est donc, la maladie ici est beaucoup plus sévère qu'elle ne l'était au début au moment du diagnostic. Et donc, une autre manière de visualiser ça, ce serait ici de mettre la ligne verte montre les neurones dopaminergiques, par exemple, qui nous restent. Donc, admettons que ils sont en déclin chez tout le monde, mais il y a un certain seuil. En dessous, par exemple, s'il ne nous reste plus que 30% de nos neurones, on a perdu 70%. Ça, c'est un seuil critique et mettons qu'on traverse ce seuil à l'âge de 60 ans. À ce moment-là, on va développer la maladie de Parkinson. On va prendre du lévodopa et ça va relativement aider quand même de manière efficace avec les symptômes moteurs. Mais on imagine aussi donc du coup qu'il y aurait peut-être éventuellement un deuxième seuil, c'est-à-dire maintenant si on a perdu 95% des neurones, on n'en a presque plus. À ce moment-là, le cerveau change encore une fois et maintenant il réagit très très mal à la lévodopa et la lévodopa n'aide plus du tout. Et donc ça c'est quelque chose qu'on voulait démontrer puisque ça reste une hypothèse. Et la manière dont on fait ça dans le laboratoire, encore une fois, c'est ici en révélant la présence de ces fibres dopaminergiques dans le striatum, qui sont ici en blanc. Et vous voyez que chez cet animal, on a injecté cette même toxine, le 6-OHDA, de manière continue et progressive dans le cerveau. Et ça fait donc, notre but, c'était en fait de créer un gradient, c'est-à-dire qu'au centre de l'injection, on a tué tous les neurones, et loin de l'injection, on n'a tué aucun. Et donc, si on regarde dans cette petite boîte de couleurs ici de manière à plus haute magnification, on réalise effectivement que quand on est loin de l'injection, il nous reste plein d'axones, de fibres axonales de neurones dopaminergiques, alors qu'au centre de la lésion, on n'en a plus. Et donc, si on prend la place d'un neurone qui vit dans le striatum et qui est donc exposé à cette réalité, ici, c'est une réalité où localement, on n'a plus de dopamine. Ça pourrait être l'équivalent d'une maladie, d'un stade très avancé de la maladie, alors qu'ici, c'est un stade avant la maladie. Finalement, on a encore une situation tout à fait normale. Et donc, grâce à ce modèle, on peut en fait localement parlant,
voir, on a comme une image, si vous voulez, de la progression de la maladie, même si tous ces différents stades de la maladie sont représentés dans le même animal. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend ces animaux-là et maintenant on les traite avec la lévodopa, de la même manière qu'on ferait chez un patient, et qu'on a des manières de révéler ou d'illuminer les neurones qui se comportent très mal et qui sont causateurs de la dyskinésie. Donc, en bleu, dans cette image, on voit les neurones dopaminergiques. Chez un contrôle, il y a des fibres dopaminergiques partout dans le striatum, c'est très bien. Alors que chez cet animal-là, on a fait notre gradient, notre lésion, et on n'a plus de neurones dopaminergiques dans ce coin-là. En rouge, on a un marqueur pour les neurones qui favorisent le mouvement. Et en vert, on a un marqueur de l'activité dyskinétique, c'est-à-dire que c'est une activité anormale et on a des marqueurs pour nous signaler quels neurones se comportent de manière anormale. Et si on regarde un peu plus proche dans cette zone-là, on remarque la chose suivante, c'est que on voit une zone ici où les neurones rouges, c'est-à-dire les neurones qui favorisent le mouvement, se comportent très bien, ils n'ont pas d'activité dyskinétique, alors qu'ici, on a une zone où la totalité des neurones rouges ont aussi ce marqueur vert et donc apparaissent même jaunes, c'est-à-dire qu'eux, ils se comportent très mal. Et la différence, c'est vraiment lié à la perte totale de ces fibres dopaminergiques. Donc ici, on voit des fibres dopaminergiques qui protègent ces neurones-là encore, même si ils ont déjà la maladie de Parkinson, parce qu'ils n'ont plus beaucoup de dopamine, mais ils n'ont pas encore atteint ou traversé ce deuxième seuil. Alors que ces neurones-là sont complètement privés de dopamine et eux ont traversé le seuil et sont maintenant rendus euh, sensibles à la dyskinésie. Et donc, ce qu'on fait dans le laboratoire, c'est d'essayer de caractériser les différences entre ces cellules-là, au niveau physiologique, aussi au niveau de la génomique, et de trouver des moyens de les empêcher de faire cette transition pathologique. OK? Et avec ça, je veux vraiment vous remercier pour votre attention, pour encore une fois, pour l'invitation. Et puis, on aurait éventuellement, je veux remercier les membres de mon laboratoire qui ont fait ce travail. Euh, Ce travail a commencé il y a plusieurs années quand j'étais encore basé à NYU, à New York. Et puis depuis, nous avons déménagé à Montréal. Et donc, il y a des nouveaux membres du laboratoire qui continuent ce travail. Et je veux aussi remercier les sources de financement. Aux États-Unis, c'était donc le NIH. Euh, Alors que, voilà, depuis que nous avons déménagé au Canada, on a des sources de financement québécoises, canadiennes et aussi des fondations. Et pour ça, je vous remercie.